Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marco. Salut. On va faire quelques vidéos avec lui, dont petite surprise que j'avoue tout de suite, la grande aventure des doudous. Alors on va juste faire une réaction comme on a fait à Halloween de la vidéo de Squeezie. Et maintenant c'est pas Halloween. Ouais, là c'est pas On Halloween. est plongé dans le noir. Bien sûr, on est dans le noir. Là je vous jure ça fait flipper car je vous raconte une petite anecdote de quand Lucas. Attends, juste jingle. Anecdote de Logan. Alors juste petite anecdote comme je viens de répéter. C'était le jour. En fait je suis allée me doucher, je suis allée à la toilette et Lucas il voulait rester dans la chambre. Mais en fait Lucas à un moment dès qu'il voulait aller dans la chambre il avait vu un truc bouger. Un truc blanc bouger. Il est venu me voir, il m'a dit Logan j'ai vu un truc blanc bouger. Et là c'est bizarre car on ne sait pas qu'est-ce que c'est ce truc. Peut-être il est encore dans la chambre, etc. Ouais, c'était l'anecdote de Marco qui est vraie parce que je l'ai vu. Alors, bon, Squeezie, bien fermez bien votre porte cette nuit. Mettez-vous dans le noir. Bon, je suis obligé de regarder la vidéo comme ça parce qu'on a commencé la vidéo horizontalement, verticalement, je sais pas. C'est vertical. Regarde, déjà 14 vidéos. Est-ce qu'un jour on te lassera de ce format? C'est une vraie question. Moi-même j'adore continuer, vous-même vous adorez regarder. Mais jusqu'où cette relation va nous mener finalement quoi? Les histoires sont moins chiantes que moi, rassurez-vous. Les amis, c'est parti pour 3 histoires vraies, 3 témoignages finalement. Et on commence avec celui de Lisa. Lisa explique que l'histoire qu'elle raconte s'est passée lorsqu'elle était encore à la fac. Elle a vécu à l'Isla Vista, la communauté étudiante de l'UCSB, connue pour être une école de gros fêtards. Ouais, vous savez, des fois dans les campus, à l'université, ça fait beaucoup la fête. Et d'une école à l'autre, ça fait plus ou moins la fête. Là, le curseur il est très haut. Cette nuit-là, Lisa, elle rentre à 2h30 du matin après avoir bu quelques verres, rien d'excessif. Elle explique qu'elle vit dans une maison avec 2 copines à elle. Elles sont donc en colocation. Elle explique donc qu'il était fréquent que l'une d'entre elles ramène une ou plusieurs personnes à l'appart et que cette ou ces personnes dormaient soit sur les meubles, soit dans leur lit. Dans les meubles. Bref, juste un pour la vingtaine qui kiffe la vie, y a rien d'anormal. Cette nuit-là, pendant que Lisa était partie boire un verre à l'extérieur, ses 2 copines colocataires ont invité quelques personnes à l'appart pour faire une mini-fête. Et ces quelques personnes, Lisa ne les connaissait pas, c'était pas ses amis. En rentrant chez elle, Lisa constate donc que l'une de ces personnes est restée dormir là et qu'elle dort sur le canapé dans le salon. Elle explique qu'elle n'a pas allumé la lumière parce qu'elle a vu une ombre sur le canapé et qu'elle voulait pas réveiller la personne, mais qu'il y avait bel et bien une personne sur le canapé. En allant vers sa chambre, elle se rapproche donc du canapé et elle s'aperçoit que la silhouette est très raide, que la personne dégage un truc bizarre. Vous savez que des fois on a ce feeling, on se dit attends il y a un truc pas normal là. Bah là, Lisa elle a ce feeling. Lisa elle est donc à l'arrêt en train de regarder cette personne et cette personne d'un coup tourne la tête vers Lisa. Et truc un peu badant, cette personne regarde Lisa droit dans les yeux avec des yeux grands ouverts. Elle dormait pas du tout. Elle va penser que cette personne est probablement soit ivre, soit sous drogue. Bref, n'importe quoi qui puisse expliquer qu'une personne se retourne brusquement vers toi à 2h30 du mat avec des yeux grands ouverts. Elle rejoint sa chambre comme prévu et elle prend bien soin de verrouiller la porte de la chambre avant de se glisser dans son lit. Et là, elle s'endort. Tout va bien, qui finit bien? Pas du tout. À 4h30, il y a un bruit étrange près de la porte de sa chambre qui la réveille. Un bruit qu'elle décrit comme le bruit que pourrait faire quelqu'un en tapotant des doigts contre une porte. Premier réflexe assez logique, Lisa elle reste dans son lit, elle bouge pas et elle fait aucun bruit. Bref, elle attend que ça passe, comme on le fait tous dans ces situations où il y a un truc très badant et on est dans le déni jusqu'au moment où on se rend compte que il va peut-être falloir agir parce qu'il y a un truc pas normal. Les minutes passent et le bruit devient de plus en plus fort, comme si la personne cette fois tapait contre la porte en bois avec les doigts de ses 2 mains. C'est pas une activité commune de taper avec ses doigts contre les portes. Donc là elle bade. En faisant le moins de bruit possible, elle prend son téléphone et elle envoie un message à sa coloc qui est de l'autre côté de l'appartement. Elle lui explique que son ami est en train de frapper contre sa porte avec ses doigts, que ça la fait bien bader et elle lui demande d'aller lui parler pour le calmer parce que ça l'empêche de dormir. Après plusieurs minutes d'attente, Lisa reçoit aucune réponse de sa pote tout simplement parce qu'elle dort. Elle est donc seule dans sa chambre et il y a un gars de l'autre côté de sa porte qu'elle ne connaît pas et qui est en train de gratter depuis de nombreuses minutes avec ses doigts contre le bois de la porte. Horrible situation. Lisa envoie donc un message à sa 2e colocataire et malheureusement pareil, pas de réponse probablement parce qu'elle dort aussi. Sauf que l'inconnu de l'autre côté de la porte, il va plus se contenter de gratter à la porte. Cette fois il va attraper la poignée et il va la secouer dans tous les sens pour ouvrir la porte. Comme la situation s'aggrave et qu'elle a aucune réponse, Lisa elle décide, quitte à faire plus de bruit, tant pis, d'appeler l'une de ses 2 colocataires. Sa coloc cette fois décroche et Lisa lui dit ton pote il est fou, est-ce que tu peux faire quelque chose parce que là il est en train de gratter à ma porte et c'est vraiment chiant. Et après quelques secondes de silence, sa colocataire lui répond quel pote?
il n'y avait pas de gars qui dormait sur le canapé. Personne n'est resté dormir à la maison. L'adrénaline de Lisa monte en flèche et à ce moment-là, elle se rend compte aussi que ça fait plusieurs minutes que plus personne ne gratte à sa porte et donc elle se demande où est passé ce putain de type. Et quasiment au même moment, elle entend un bruit sourd suivi d'un hurlement de peur. Et à ce moment-là, Lisa décide d'appeler les flics parce que la situation dégénère. Elle explique la situation aux policiers et ils lui disent qu'ils envoient tout de suite 2 voitures. Tout l'appart se retrouve plongé dans le silence. Et c'est là que Lisa baisse les yeux et elle voit que le mec vient de glisser ses doigts entre le sol et le bas de la porte. Lisa, face aux doigts qui dépassent de sa porte, elle n'arrive plus à se contenir et elle hurle tout en reculant. Et elle explique d'ailleurs qu'elle s'en veut et que c'est son plus grand regret parce qu'en fait elle avait juste à écraser les doigts du gars pour peut-être le faire fuir. Bref, malheureusement pour Lisa, le gars s'est barré juste avant que la police arrive. Les policiers l'ont pas retrouvé ce gars. Et du coup il s'était infiltré dans la maison en passant par la porte latérale en verre et en crochetant la serrure. Lisa explique que le pire dans l'histoire c'est qu'elle a regardé ce mec droit dans les yeux en rentrant chez elle et que sur le moment elle a pas compris, mais en fait s'il était tout raide et immobile comme ça, c'est pas parce qu'il dormait mais c'est parce qu'il essayait de se cacher dans le noir. Sauf que Lisa l'a clairement vu et c'est pour ça que le gars s'est retourné vers Lisa en mode est-ce que je suis foutu? Je vais devoir agir là? Ce n'est pas du tout un ami de ses colocataires qui dormait en fait. C'est juste un intrus qui se cachait. C'est pas pareil quand même. Voilà. Alors c'est marrant, ça me fait un peu penser à l'histoire qu'Alice avait racontée quand elle était venue dans la vidéo Serait de voir avec Guest, mais un peu remixé quoi. Il faut arrêter les gens de s'infiltrer chez d'autres gens en pleine nuit là comme ça. Il faut arrêter ça. Bon, il est temps de passer à la deuxième histoire qui d'ailleurs est liée au verrouillage de porte. Oui. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Francis. Alors Francis donc il est obsédé par le verrouillage de porte. Vous savez c'est ces fameux tocs où tu vérifies tout le temps que la porte est fermée et t'oublies très très rarement de la fermer tellement t'es obsédé par ça. Il explique qu'il a d'ailleurs un petit rituel depuis plusieurs années, c'est qu'avant de dormir, il vérifie que toutes les portes de la maison sont bien fermées à clé. 5 mois avant les faits, Francis emménage avec sa femme et ses 2 enfants dans une nouvelle maison. Il explique que c'est une maison qui est vraiment très excentrée, elle est très loin des grandes voies proches. Par conséquent, il n'y a jamais de piétons autour de chez lui puisque bah voilà, c'est une route privée qui mène que à sa maison, donc personne n'a rien à faire là. Détail important, il aime pas dormir dans le noir, Francis. Il laisse toujours une lumière allumée quelque part dans la maison qui fait un petit halo sous sa porte, ça le rassure. Tu vois, comme moi, même ceux qui aiment la ruralité, ça se rassure d'une manière ou d'une autre. Bref, un mois après l'emménagement, Francis se retrouve enfermé à l'extérieur de chez lui parce qu'il est sorti, il a claqué la porte et il a oublié ses clés. Classique shit qui nous est tous arrivé. Du coup, il essaie de passer par la porte arrière de sa maison, sauf que, bah, avec son putain de toc, il l'avait fermé à double tour, malheureusement. Il a hésité à l'ouvrir au pied de biche, sauf que la porte étant dans un état nickel, ça lui faisait mal au cœur, donc il a préféré appeler le propriétaire et lui demander de venir ouvrir la porte avec le double des clés, quitte à devoir attendre plusieurs heures. Bref, un peu plus d'une semaine plus tard, c'est là qu'il commence à se passer des trucs bizarres chez Francis. Francis se réveille en pleine nuit parce qu'il a méga soif et il se dirige la tête dans le cul vers sa cuisine. En ouvrant la porte de sa chambre, il y a un détail qui le fait chier, c'est que toutes les lumières sont éteintes. Sauf que souvenez-vous, Francis, il laisse toujours une lumière allumée. Il va d'abord penser que c'est une panne de courant avant de se rendre compte qu'en fait il entend le ventilateur de sa chambre qui est juste derrière lui et que donc c'est pas une panne de courant. Francis fait un pas pour sortir de sa chambre, il se retrouve dans le couloir et là il a des frissons et il a le sentiment d'être observé. Et son instinct lui dit que cette personne se trouve sur sa gauche. Francis tourne la tête et il y a personne. En revanche, il voit les étoiles, là où il devrait juste y avoir de l'obscurité, tout simplement parce que la porte arrière de chez lui est grande ouverte. Francis, il a la conviction qu'il y a quelqu'un qui est au bout, près de la porte, caché dans l'ombre, qui attend qu'il soit assez près de la porte pour l'attraper et le fracasse. Il réalise alors qu'il est un peu responsable de la sécurité de sa famille, c'est l'homme de la maison quoi. Il prend alors son courage à 2 mains et il marche en direction de la porte pour la fermer. Francis tend la main vers la poignée de la porte et après plusieurs tâtonnements provoqués par la panique, il réussit à choper la poignée et à claquer la porte. Le lendemain, Francis demande donc à ses enfants et à sa femme si c'est eux qui ont ouvert la porte. Évidemment, ils lui disent que non et il leur demande aussi si quelqu'un a éteint la lumière dans la nuit et évidemment, ils lui répondent que non. Pendant 3 semaines, Francis va vérifier régulièrement le verrou de la porte arrière et il est toujours bien enclenché, il n'y a rien d'anormal qui se passe. Jusqu'à une nouvelle nuit où Francis se réveille d'un énorme cauchemar, puis il va dans sa cuisine pour boire quelque chose et là une nouvelle fois il est frappé par le même sentiment que 3 semaines avant, il a l'impression que quelqu'un le regarde. Ses yeux se dirigent naturellement vers la porte arrière de la maison et mauvaise surprise, elle est grande ouverte. Comme 3 semaines avant, Francis décide de s'élancer vers la porte pour la fermer, sauf que cette fois, il est convaincu qu'elle s'est pas ouverte toute seule. Il va finir par s'endormir de nouveau, pour se réveiller 2 heures plus tard, parce que c'est le matin qu'il doit aller au travail, et après s'être levé et avoir pris la direction de la chambre de ses enfants pour les réveiller, ses yeux se tournent naturellement vers la porte arrière, et une fois de plus, elle est ouverte. Et il constate qu'à l'extrémité de la porte, il y a des rayures et des plis. Et là, Francis se dit, bon, il faut que j'arrête de prendre ça à la légère, on va se poser et on va réfléchir à ce sujet. Tout d'abord, il se demande si le jour où il s'est retrouvé enfermé en dehors de chez lui, il a bien vu la porte, en fait.
Il remet tout simplement en cause les rayures et les plis qui sont apparus entre temps. Peut-être qu'en fait ils étaient là dès le début et qu'il les avait juste pas vus, mais il va quand même faire quelque chose avec cette porte. Donc il voulait au début mettre des nouveaux verrous, sauf que ne trouvant pas sa perceuse, il s'est rabattu sur des clochettes qu'il a attachées à la poignée de la porte du côté intérieur, du côté de chez lui. Bref, ça va arriver une dernière fois avant qu'il change définitivement les serrures. Cette nuit-là, Francis se couche tôt, il se réveille aux alentours de 3 heures, il va vérifier la porte parce qu'il a une obsession maintenant avec cette porte à juste titre, et cette fois, bonne surprise, la porte est fermée. Il retourne se coucher et cette fois il fait un cauchemar horrible dans lequel il entend les clochettes de Noël qu'il a mis à la poignée. Alors il se lève et en s'approchant de la porte, il tombe sur une petite fille de dos. Étant donné qu'il est dans un cauchemar, il a étrangement pas peur du tout de cette petite fille. Il lui demande son nom, sauf que la petite répond: quelqu'un arrive, quelqu'un arrive, quelqu'un arrive, et elle va crescendo comme ça, crier de plus en plus fort: quelqu'un arrive, jusqu'à se retourner, la mâchoire sur la poitrine, la bouche anormalement large, en criant: quelqu'un est ici. Francis se réveille en sueur, il se lève, et bien évidemment, la lumière de la cuisine est éteinte, et la porte arrière est grande ouverte. Une nouvelle fois, Francis ferme la porte, et il constate que les clochettes ne sont plus sur la poignée. Il s'aperçoit qu'elles sont posées sur un meuble dans le couloir. Ce matin-là, il va poser des questions à ses 2 enfants et à sa femme, sans trop en dire pour pas les effrayer de ce qui se passe. Il va juste leur demander s'ils ont entendu quoi que ce soit d'anormal cette nuit. Son fils de 13 ans lui dit que non, rien, mais que si à 2h30, il s'est levé pour aller aux toilettes et il a vu que la porte arrière était grande ouverte. Et il est donc allé la fermer. Francis lui demande alors si les clochettes étaient sur la poignée ou pas, et son fils lui dit qu'il est quasi sûr que oui. Et cette fois, enfin, Francis est parti dans un magasin pour acheter une perceuse, ainsi qu'une nouvelle serrure, et il a passé l'après-midi du coup à bricoler sa porte et à changer la serrure et rajouter même des verrous. Au moment où il nous raconte cette histoire, il explique que malgré ça, quelques jours avant de la raconter, il a remarqué des nouvelles rayures et des nouveaux plis sur sa porte, sauf que cette fois les verrous n'ont pas cédé, donc elle s'est pas ouverte. Ce qui est ouf dans cette histoire, c'est que c'est évident qu'il est en danger, c'est évident qu'il y a quelqu'un qui est pas très bien intentionné, mais comme il n'y a pas de répercussions graves, personne s'est fait agresser, rien n'a été volé, il n'y a aucune trace d'intrusion que dalle, Francis, il va attendre tellement longtemps avant d'agir, je trouve ça dingue. En fait, je trouve ça hyper intéressant comme certaines fois les gens sont dans la non-réaction et sont totalement dans le déni de la gravité de la situation. Dès qu'il a vu les traces de rayures, fallait changer la porte, voire même déménager directement. Je trouve ça fou. Tout ça nous amène à la 3e histoire, celle de Gabriel. Gabriel qui fait une activité que j'aurais jamais le courage de faire, aka le trail. Mais vous savez, il y a des parcours énormes et les gens vont faire ces parcours, marcher des distances assez énormes en auto-survie. Donc c'est-à-dire ils y vont avec leur tente, avec leur bouilloire, ils prévoient assez d'eau et de vivres pour pouvoir finir le parcours et ça dure plusieurs jours. Bref, Gabriel il part avec sa copine et il essaie de faire le sud du sentier de Virginie. C'est un sentier qui fait environ 260 km de long et qui traverse les forêts nationales de George Washington et Jefferson. Il explique que la partie sud de ce sentier est la moins fréquentée et la plus reculée. Exactement ce qu'il recherche avec sa copine. En gros, ils vont là-bas parce qu'ils veulent pas croiser d'autres gens. Ils ont vraiment envie d'avoir la sensation d'être seuls. Vous êtes des ouf, hein, et encore quand même Francis là, faut arrêter. Hein. Bref, on est début octobre, ils se rendent là-bas, ils sont contents, l'air est assez doux, on a le changement de couleur des feuilles parce qu'il y a changement de saison, le temps est parfait, il y a des paysages magnifiques, tout se passe merveilleusement bien. Sauf les 2 dernières nuits. Sur ce sentier, t'es censé camper soit sur le sentier, soit dans un refuge désigné. Donc tous les X kilomètres, il y a une sorte de refuge qui est un point de ralliement des gens qui font ces parcours dans lequel tu peux te poser. Mais comme dit, Gabriel et sa copine, ils ont pas envie de croiser d'autres gens, ils ont pas envie en plein milieu de la nuit que quelqu'un vienne leur demander leur bouilloire ou des conneries. Ils veulent vraiment être en autonomie totale, donc ils vont trouver leur propre petit coin en hors-piste. Ça sent l'embrouille. Au milieu d'une petite clairière se trouve l'endroit parfait pour Gabriel et sa copine, endroit dans lequel ils décident d'installer leur camp. Ils montent leur tente, et puis ils se glissent dans leur sac de couchage et se dirigent vers une belle nuit de sommeil. Sauf que... Petite pause, il y avait juste Sonic, il était là-bas pour la grande aventure des doudous. Non. Vers 2h du matin. Ouais. Bah si. La porte arrière de la maison de Gabriel est ouverte. Pas du tout. Vers 2h du matin, Gabriel est réveillé par sa copine qui lui dit: prends ton arme, il y a quelqu'un dehors qui marche autour de notre tente. C'est bon pour vous cette phrase? Gabriel explique que lors de ses randonnées, il emmène tout le temps un M1911 avec lui, qui est un pistolet. Il explique qu'on sait jamais trop sur quoi on va tomber et que donc il a l'habitude d'emmener un flingue avec lui, quoi. Bref, il a sorti le flingue de son sac avant de s'asseoir et d'écouter soigneusement tout ce qui pouvait se passer autour de la tente. Pendant plusieurs minutes, aucun bruit spécifique, avant qu'il entende des bruits de pas sur des brindilles. D'après le bruit des pas, il explique que selon lui, c'est un bipède qui marche. Gabriel prend sa lampe de poche et sort de la tente. Il se décide alors à inonder de lumière la zone d'où provenaient les pas. Gabriel pense avoir vu quelqu'un bouger derrière un arbre. Il se met alors à lui crier dessus en lui disant de se casser. N'ayant pas de réponse, Gabriel continue d'éclairer l'endroit d'où provenaient les pas, tout en pointant avec son arme et en avançant là-bas. En s'approchant de la zone, il entend de nouveau des bruits de pas qui cette fois proviennent de sa droite. Il a donc 2 solutions, soit il décide de pourchasser la personne qui était là, soit il retourne dans la tente dans laquelle se trouve toujours sa copine probablement terrorisée et monte la garde jusqu'à la fin de la nuit. Gabriel va évidemment choisir cette 2e solution. Le lendemain matin, après avoir très peu dormi, Gabriel veut donc essayer de savoir s'il y avait vraiment
vraiment quelqu'un qui était là. Il retourne donc à l'endroit d'où provenaient les bruits et il tombe sur des traces de pas. bottes. Il précise d'ailleurs qu'il a pas dit à sa copine qu'il était tombé sur des empreintes de bottes parce qu'il voulait pas qu'elle flippe. Le classico, non mais je te l'ai pas dit pour te protéger, mais il faut lui dire. Vous êtes deux à vivre cette situation, voyons. À ce stade de la randonnée, il reste à Gabriel et sa copine environ 2 jours de marche avant d'arriver au bout du parcours. Bien entendu, suite à cet événement, ils vont marcher beaucoup plus vite la journée pour couvrir le plus de terrain possible. Mais c'est quand même pas des surhommes, ils vont pas réussir à faire 2 jours de randonnée en un jour et donc ils vont devoir passer une nouvelle et dernière nuit dans la forêt. Gabriel explique qu'il a trouvé un endroit près d'une falaise, dans un petit surplomb, dans lequel il serait cool de monter leur tente puisque du coup les gens ne pourraient venir que de devant et pas de 360 degrés autour d'eux. Comment Bref, ils ont installé le camp dans ce petit surplomb, Un mec ils ont qui préparé pousse leur ta tente. nourriture et ils sont glissés dans leur sac de couchage dans la tente. Après quelques minutes, sa copine s'est endormie et lui il est resté éveillé pendant quelques heures en écoutant les bruits des bois aux alentours et en essayant de voir si quelqu'un allait de nouveau venir autour de leur camp. Au bout d'un moment, Gabriel étant exténué vu qu'il a déjà très peu dormi la nuit d'avant, il s'endort. Il va se réveiller plus tard dans la nuit à cause de ce qui semble être quelqu'un, une nouvelle fois de l'autre côté de la paroi de la tente, qui fouille dans leurs affaires. Gabriel chope Oh, ça son veut arme pas. et grâce à ce qui reste de leur feu de la veille, à savoir des petites braises, il arrive à voir la silhouette de la personne, qui est vraiment à 1 mètre de la tente. Il décide alors de lui hurler dessus en lui disant « On est armé, dégagez ». Et il voit alors les silhouettes lâcher les affaires et partir en courant. Gabriel sort de la tente avec l'arme en joue, prêt à tirer si jamais quelqu'un se montre menaçant. C'est un putain de cow-boy, Gabriel, qu'on soit d'accord. Et malheureusement, il constate que leurs affaires sont éparpillées absolument partout sur le camp. Les gars qui étaient là ont tout fouillé. Gabriel prend la direction des gens qui ont pris la fuite, ce qui l'amène près d'un petit ruisseau. Et au loin, près de ce petit ruisseau, il voit une lumière scintiller. Une lumière qui ressemble à tout simplement une lanterne qui clignote. Et après quelques secondes, il voit 3 autres lumières qui clignotent. C'est là qu'il comprend que la personne en face n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes. Et il décide alors de revenir en courant au campement et dire à sa copine de tout remballer aussi vite qu'elle le peut. Ou alors Parce qu'il des doit vite se Pokémon casser qui de ont là. besoin Mon d'aide. gars, croyez-moi, pour réussir à faire tes affaires, à te lever et à décider de marcher alors qu'il fait nuit noire, que t'es en pleine forêt et que tu sais qu'il y a 4 personnes pas loin de ton campement, faut avoir des méga balls. Moi, dans ces situations-là, je fusionne avec le sac de couchage. Je disparais de la surface de la Terre. Bref, ils se lèvent et ils se remettent à marcher pour finir le parcours et ne plus jamais entendre parler de ces trous du cul qui rôdent autour de leur campement. Cette fois, pendant qu'il marche, Gabriel entend des voix au loin. Toutes les 10 secondes, il regarde derrière lui pour être sûr qu'ils sont pas suivis. Bref, il fait plusieurs heures de marche dans la terreur et dans l'angoisse la plus totale. Après un bon moment passé à marcher, Gabriel entend un gros bruit qui vient derrière eux. Et il voit quelqu'un qui est sorti des bois. Il fait encore nuit à ce moment-là, c'est tout juste l'aube. Et le gars reste immobile, là, debout, à quelques dizaines de mètres d'eux. Et les fixe pendant quelques secondes avant de se retourner et d'aller de nouveau dans les bois. À partir de là, Gabriel et sa copine accélèrent fortement le pas. On veut finir ce parcours et ne plus entendre parler de ces gens. Et ils arrivent finalement à atteindre la fin du sentier et l'endroit où sa copine avait garé sa voiture, au début du parcours. Et ils ont pu sortir des bois de Virginie sans recroiser la route de ces personnes-là qui ont pillé leurs affaires. Bref, il ne sait pas qui c'était, il ne sait pas ce qu'il voulait et il explique malheureusement que, à notre plus grande tristesse, il ne retournera pas là-bas pour obtenir des réponses. Plus jamais il y va. On arrive donc au bout de ces 3 histoires. Putain, c'était long cette fois. Oh là là, elles étaient bien longues, mais j'adore. Des mécaniques très différentes, bien badantes. Je suis content pour une fois, il y a une personne qui a été l'inverse d'un parano, qui a été parano d'être parano et qui du coup n'a pas agi, aka Francis. Allez, vous en faites pas, personne va ouvrir la porte de votre maison ou passer par une porte-fenêtre et dormir sur votre canapé. C'était bien badant une fois de plus. Je vais encore mieux fermer mes fenêtres, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Passez une agréable soirée et nuit. Et si vous avez regardé ça en journée, et ben vous avez bien fait, bien joué à vous. À très vite, see you. 17 minutes. Putain. Oh, Alors qu'elle a pris 16 minutes après. alors, petit ressenti de Marco après cette vidéo. Ah, elle était cool. Elle était bien, mais j'en ai eu un peu peur. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao. Cheers. Ouais, bon, salut, parce que en fait j'en ai marre.